杨小老，干什么？进去看看。不行，看看那个。那条狗，那是外国人的狗，没办法。乡下人，你过来。你呀，是不是想进去啊？来，你趴下来，算你是我们日本人的狗，我带你进去啊。哎呀，你趴下！On accueille aujourd'hui Maya de la chaîne Virage, qui a son petit fan club. Donc je vous invite tous à aller suivre tout de suite, dès que vous sortez du cinéma, la chaîne Virage, qui du coup a fait 2 vidéos pour le moment, donc une interview avec Olivier Marbeuf, et du coup la vidéo qui est à l'origine de ce ciné-club, donc une vidéo essai sur Bruce Lee et le cinéma décolonial. Voilà, peut-être que tu veux te présenter et du coup dire un mot sur le film. Ouais, ça va être un long mot. Vous êtes d'accord pour le long mot? La scène est à toi. Alors, ouais, j'aimerais commencer en disant que je suis pas une spécialiste de Bruce Lee. C'est important, je pense, à dire. J'arrive pas en mode, je vais vous raconter toute sa biographie parce que ça fait 10 ans que je travaille dessus et tout. Pas du tout. J'ai bossé sur Bruce Lee, mais dans le cadre d'une réflexion plus grande sur le cinéma décolonial. Et donc, en fait, c'est Bruce Lee qui est venu dans cette réflexion et pas l'inverse. Et voilà, donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que Bruce Lee, on pourrait le considérer comme un cinéaste décolonial. Voilà, moi, c'est ma take. Alors, déjà, j'espère que le film vous a plu. Mais je pense qu'il vous a plu, parce qu'en vrai, c'est un banger. Levez la main pour ceux qui ne l'ont pas aimé. Qui n'ont pas aimé, sortez de la salle, s'il vous plaît, voilà. Tout de suite. Alors, Bruce Lee, la première chose à savoir, pour moi, ce qui est vraiment structurel, qui influence tout son cinéma et qui donne sens à tout, c'est de comprendre que tout part du racisme qu'il a subi aux États-Unis, en fait. Lui, il est né à San Francisco. Il est chinois, de Hong Kong, mais il est né à San Francisco et il a passé une partie de sa vie aux États-Unis. Son père était un chanteur d'opéra, il était déjà un peu dans le milieu et Bruce Lee, ça l'intéressait. Et donc, il a essayé de faire des films. Sauf qu'il se confrontait systématiquement au racisme structurel de l'industrie. Soit on le cantonnait à des rôles de second plan, donc typiquement dans Le Frelon Vert, il jouait Kato, il était masqué, c'était ridicule, il apparaissait 30 secondes, etc. Soit il proposait des idées de films, de séries, et on lui répondait que c'était pas possible, que c'était compliqué et tout, alors que quelques années plus tard, la série en question sort juste, c'est pas un Chinois à l'affiche, c'est un Américain qui fait du kung-fu. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, c'est Bill dans Kill Bill, qui après, on sait qu'après Tarantino s'est un peu moqué de Bruce Lee dans Il était une fois à Hollywood. Excuse-moi, pardon. Non, t'inquiète. Voilà, donc à partir de là, au lieu de se dire je vais tryhard contre une institution qui ne veut pas de moi, parce que voilà, c'est important de dire qu'il ne s'agit pas juste de racisme interpersonnel des gens méchants avec lui, le racisme c'est une structure politique, systémique, donc il comprend qu'en fait il va falloir, s'il veut s'exprimer, il va falloir saisir les moyens de production. Donc à ce moment-là, il me semble... je sais plus quel âge il a, c'est dans les années 70, il rentre à Hong Kong et là il rencontre un producteur qui vient de monter sa boîte de prod. Il lui dit écoute frérot, tu vois ton meilleur film,
on peut faire mieux, fais-moi confiance. Et de là, il lui donne les clés pour réaliser son premier film, Big Boss, qui est un carton et qui mène à ce deuxième film, fait dans la foulée, il me semble que c'est 1 an plus tard, La Fureur de vaincre. Et ensuite encore, La Fureur du dragon, tous ces films s'appellent pareil. Et cette fois, il devient carrément acteur, réalisateur, producteur, etc. Voilà, vous voyez comment, parce qu'il arrive à convaincre le public, une fois qu'on lui donne les clés, il convainc tout le monde. Le deuxième point important, c'est que parallèlement à ce contexte de racisme systémique à Hollywood, il y a l'histoire de Hong Kong qui est complètement structurée par la colonisation. En gros, Hong Kong, c'est une colonie britannique depuis le 19e siècle. Et tout à l'heure, Hicham, tu mentionnais les guerres de l'opium. L'idée, c'est que la Chine, c'était un territoire autosuffisant qui vivait de l'export du thé, etc. et tout roulait. Ce qui n'arrangeait pas les affaires de la Grande-Bretagne, qui voulait absolument s'emparer des ports chinois et trouver un moyen de faire du business avec eux, idéalement sans dépenser de l'argent. Et qu'est-ce qui permet de dépenser de l'argent et qui n'est pas de l'argent ? De la drogue. Et c'est comme ça qu'en fait, ils se sont mis à importer des milliers de tonnes d'opium pour en fait avoir un truc à échanger contre les Chinois pour pouvoir faire du business chez eux. À cela, les Chinois ont réagi en disant « Cassez-vous les frères, genre on veut pas de vous, dégagez ». Les Anglais ont dit « Si c'est comme ça, on fait la guerre ». Et c'est les fameuses guerres de l'opium. Et la Chine a été obligée de céder Hong Kong aux Anglais à partir de là. En fait, Bruce Lee est né dans une colonie anglaise. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est sombre, hein, mais son père, il était addict à l'opium. Genre, c'est vraiment... Je m'en suis rendu compte en préparant cette intervention, c'est tragique. C'était le cas de beaucoup de gens en Chine. Hein, et les Chinois appellent ça c'est une période d'humiliation pour eux, qui ont signé les traités inégaux. D'ailleurs, on le voit dans le film, il n'y a pas que les Anglais, il y a vraiment tous les impérialistes. On sait qu'il y a les Russes, il y a les Japonais, il y a les Français, il y a les Américains. Oui, parce qu'évidemment, tout ça se faisait... Quand je dis les Anglais, c'est évidemment les États-Unis et les Français. Enfin, c'était l'âge d'or du colonialisme occidental, de toute façon. Ouais, la Chine a aussi été une colonie japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est exactement ce que décrit ce film. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que doublement, à la fois par rapport à Hollywood, par rapport à Hong Kong, la colonisation est structurelle dans sa vie. Genre vraiment, c'est pas une vue de l'esprit parce qu'on est des militants, des coloniaux qui voyons tout à notre prisme. Qu'on parle de colonialisme avec Bruce Lee, c'est vraiment constitutif. Ensuite, la chose importante, c'est que l'art martial que vous voyez dans son film, c'est un art martial qu'il a inventé lui-même. Non seulement qu'il a inventé, et ensuite qu'il a théorisé. Ça, c'est le Jeet Kune Do. Ah, excusez-moi, voilà. Pardon. Spoiler, c'est le Jeet Kune Do. Désolé. Je comprends. C'est le Jeet Kune Do, qu'on pourrait traduire par la voie du poids, du point qui intercepte. En fait, Bruce Lee, en gros, il faut savoir qu'il aimait trop soulever des charges trop lourdes. Genre, il s'envoyait à Basic Fit, il s'envoyait le double de son poids sur le dos, comme ça. Il s'est cassé le dos 2 fois. Il a été obligé d'être alité très longtemps, 2 fois dans sa vie. Il y a des gens qui disent qu'il a gardé ses séquelles toute sa vie, etc. C'est probable. Mais du coup, ces moments où il était alité, en fait, finalement, un peu comme Sadek qui a écrit ses premiers morceaux à l'hôpital. Ah, la comparaison Sadek-Bruce Lee, je la voyais pas venir, je t'avoue. Je viens de penser à son clip où il fait un accident de voiture. Bref, Aujourd'hui, bref. En fait, c'est à ce moment-là, à l'hôpital, qu'il s'est mis à théoriser cet art martial, dont le but était à la fois de devenir utile et s'adapter à l'ennemi, s'adapter au combat. C'est pour ça que dans le film, vous le voyez, genre, taper des chevilles, utiliser les dents, utiliser tout ce qui... n'importe quoi. Une sorte de guérilla martiale, quoi, tu veux dire. Oui, c'est-à-dire que il faut s'adapter au combat. Avant Bruce Lee, les films d'arts martiaux, c'était des films extrêmement codés qui allaient presque vers le fantastique en fait. Je pense que vous avez vu des héritages de ce truc, c'est genre les maîtres qui s'élèvent, qui volent, qui tapent un backflip et puis qui reviennent, et la fée qui arrive, machin et tout. Ça en fait, c'était la norme des films d'arts martiaux avant Bruce Lee, et c'est vraiment lui qui a apporté ce cinéma qui est inscrit dans des problématiques du réel, et notamment dans la façon de se battre, qui est un mélange de combat de rue, de karaté, de jeet kune do, même de jiu-jitsu, excusez-moi, je suis pas une professionnelle, même d'escrime, etc. Voilà. C'est sa fameuse be water, en fait. C'est l'idée d'adaptabilité. C'est pour ça qu'il dit be water, my friend, etc. C'est genre, adapte-toi. Ça fait aussi de Bruce Lee un des précurseurs du MMA dans le sens où il s'est inspiré. Non, mais ça c'est vrai, il faut le dire. Il s'est beaucoup inspiré des arts martiaux pour essayer de composer le Jeet Kune Do et de les mixer. Et justement, il fait partie de la redécouverte des arts martiaux post-Seconde Guerre mondiale. Il y a eu tout un mouvement.
Et lui, c'est vraiment qui a démocratisé justement cette question-là de l'art martial. Et après même, en fait, les films de Bruce Lee, on a eu beaucoup pour le judo en France, etc., mais un peu aussi de kung-fu aux États-Unis, beaucoup. Ça a ouvert beaucoup d'écoles. Notamment, Chuck Norris a été un de ses élèves. Et ce que je disais, c'est que quelques temps, donc vraiment, Bruce Lee, c'est les années 70, 80, on a les débuts, en tout cas, le proto-MMA, et vraiment, c'est les années 90 que le MMA, ça pète aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le MMA, c'est aussi un des héritiers de Bruce Lee. Mais vas-y, termine. Oui, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Selon moi, ce film, et c'est pour ça que j'étais ravie que ce soit lui qu'on choisisse de passer ensemble, c'est un film manifeste du Jeet Kune Do. En fait, vous pouvez voir tout ce film comme, pour moi, la morale. Vous voyez à la fin, il y a le 5e frère, ou je sais plus, le 2e frère qui dit « On a eu tort de rester passif. Ouais. » En fait, 5e frère avait raison depuis le début. Ça, c'est tout le principe du Jeet Kune Do. C'est l'idée que les arts martiaux ne sont pas faits pour être encadrés, mis sur un mur, qu'on fasse des cérémonies autour, et puis le jour où on vient nous attaquer, on pleure. C'est pas du tout ça, la vision de Bruce Lee. Sa vision des arts martiaux, c'est que ce n'est pas fait pour provoquer la bagarre, comme le font les puissants dans le film. Par contre, c'est fait pour qu'on soit capable de réagir à chaque fois qu'on nous attaque. Et c'est là qu'en fait, il y a vraiment une différente notion de violence dans les films de Bruce Lee. Il y a la violence structurelle, celle qui provoque les colons, la police, bon, quoique la police, les patrons, le consulat. En fait, c'est l'idée qu'on se bat contre des structures qui sont beaucoup plus puissantes que nous et qu'il ne faut pas les laisser faire. Sinon, vraiment, on a tout perdu. Et c'est pour ça qu'au début du film, on a l'impression que Shenzhen, c'est un peu un fou du bus, il veut se castane tout le temps, et puis ses ennemis, ils lui donnent l'occasion. Mais en fait, on se rend compte à la fin que c'est l'inverse. Heureusement qu'il est là pour réactiver l'héritage du maître. Et qu'en fait, c'est précisément en se battant que l'école advient. C'est-à-dire que eux, ils menacent de fermer l'école, c'est justement parce qu'ils se battent contre ces colons, contre ces Japonais, que l'école advient et qu'elle sert à quelque chose. Donc c'est pour ça que ce film, vraiment pour moi, c'est le manifeste du Jeet Kune Do. La deuxième chose que ce film montre parfaitement, c'est à quel point Bruce Lee avait compris que le racisme n'est pas une histoire de méchanceté interpersonnelle. Ouais. J'ai écrit un mémoire sur Michel Oslo qui t'explique que le racisme, mais il y a plein de gens en fait qui disent ça, la France en fait dit ça, le racisme c'est une espèce de peur naturelle que les gens ont, que si tu vois un noir venir vers toi, t'es en mode mais je suis blanc, je ne connais pas le noir, ça me fait peur. Alors Michel Oslo, c'est le réalisateur de films d'animation, réalisateur de Kirikou, Azur Asmar, etc. Lui il donne cet exemple vraiment brillant. Il est en mode si quelqu'un vert avec des points rouges vient vers toi, t'as peur. Et le racisme c'est pareil. D'accord. Moi j'étais en mode Michel. Non, c'est pas comme ça. Très bon film Kirikou. Hein. Ah ça, on en parlera une autre fois. Très bon film. Chez Bruce Lee, le racisme n'est pas l'affaire de petites attaques personnelles. Il est absolument structurel, il est absolument inscrit partout dans ce panneau interdit aux chiens et aux Chinois. Et aussi, notamment, vous voyez ce personnage absolument perfide de Chinois complètement vendu à l'Empire japonais. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce personnage ? Il nous dit pas juste que c'est un personnage de traître détestable, et puis voilà. C'est le personnage, pour moi, le plus politique du film, parce qu'il nous montre bien que le racisme n'est pas une question de race, finalement. Ouais. Le racisme est une question d'allégeance au pouvoir ou non. C'est est-ce que tu souscris aux dominants, à la pensée capitaliste, colonialiste, sexiste, ou est-ce que tu es contre eux ? Et c'est pour ça qu'on nous montre un personnage qui est tout à fait chinois et qui est tout à fait capable de se soumettre à ce pouvoir colonialiste. Et donc c'est pour ça, les amis, rappelez-vous que le racisme n'est pas un élan naturel de l'homme, c'est un outil des dominants, des puissants, des colons, des sexistes. Et quand on vous dit « oui, les pauvres, ils votent FN parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils ne sont pas instruits », c'est faux. C'est vraiment le racisme, c'est une technologie de pouvoir, comme dirait Foucault. Voilà, pour monter les pauvres entre eux, en l'occurrence des Chinois entre eux, pour que les Japonais puissent allègrement se servir en Chine. Voilà. L'un des aspects que ce film montre parfaitement. Et le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est pourquoi est-ce que Bruce Lee passe son temps à être déguisé dans ce film ? Pourquoi est-ce qu'il est tout seul ? Pourquoi est-ce qu'il s'envoie son lapin tout seul là, sur son barbecue dans un cimetière ? Et pourquoi est-ce qu'il meurt à la fin ? Je pense que Bruce Lee
est l'une des personnes qui nous parle le mieux de la révolution et de cette chose terrible qui est que quand on l'a fait, on sait qu'elle est presque vouée à l'échec. Non pas qu'elle ne réussira pas, mais quand tu fais la révolution, tu sais que les puissances contre lesquelles tu te bats sont tellement puissantes, tellement organisées. Dans le film, on le voit parce qu'ils reviennent constamment à la charge. On pourrait se dire, Shenzhen, il est là, il lâche rien et tout, mais la vérité, c'est qu'il a... Cette spirale de violence, elle était enclenchée, peu importe qu'ils réagissent ou pas. Dans tous les cas, ils avaient l'intention de les goumer, puisque cette école, ils portaient un idéal libérateur, etc. C'est juste que lui, il s'est pas laissé faire. Mais dans tous les cas, voilà, cette machine, elle est à l'œuvre et elle est écrasante. Et je pense que le fait que Bruce Lee s'isole au fur et à mesure du film, c'est pas juste parce qu'il doit se cacher, etc., les raisons du scénario. Je pense que c'est plus précis que ça. Je pense qu'il sait qu'en se battant, il va forcément mener à la mort de ses camarades parce que c'est les outils que le système va utiliser pour se venger de lui. Il sait que la lutte, c'est dur. Il sait qu'il va y avoir des gens qui vont avoir envie de sortir de la lutte. Ça arrive. Et il sait aussi qu'il se bat contre le consulat, il se bat contre les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les Russes infiltrés. Il se bat contre absolument tout le monde. Voilà. Donc je pense que la dimension tragique dans ce film, elle fait aussi partie de sa dimension décoloniale. Et surtout... Un des plus gros contresens sur Bruce Lee, c'est de penser que c'est un héros individuel qui se bat tout seul. Il est en mode les gens, moi je sais me castagne, vous inquiétez pas, je gère pour vous, etc. Au contraire, il a conscience que c'est une lutte collective qui ne se fera qu'ensemble parce que la force du nombre, c'est tout ce qu'on a face au pouvoir impérialiste et capitaliste. Sauf que en échange, il nous goume, il nous tue, il nous massacre quand il nous génocide pas, pour ne pas citer la Palestine. C'est ça. Donc voilà. J'aimerais finir à propos du cinéma décolonial. Comme je vous disais au début, je ne suis pas partie de Bruce Lee, je suis partie du cinéma décolonial, de réflexion que j'ai depuis longtemps et puis que je ne suis pas du tout la seule à avoir. Rapidement, je me suis rendu compte que le cinéma décolonial, qu'est-ce que c'est en fait ? Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça peut être ? Il n'y a pas de définition, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'inventer, qu'on essaye de penser ensemble. La première chose dont j'ai été rapidement sûre, c'est que le cinéma décolonial, ce ne serait pas forcément un cinéma inclusif, un cinéma avec plein de noirs, plein d'arabes, plein d'handicapés, et puis plein de toutes les minorités, cette fois, qui passent sur le devant de l'écran. On nous parle souvent de représentation, qu'en fait, on va changer l'industrie en étant représenté. Moi, je pense que quand on se retrouve avec des séries, des films qui nous montrent comme ça des minorités, et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a rien de subversif qui se passe, au contraire, qu'on a de la tokenisation, etc., je pense que parce que fondamentalement, c'est pas parce que ces représentations sont mal faites, c'est parce que la solution n'est pas dans la représentation. Je pense que le cinéma décolonial, ça se joue plutôt en fait dans la forme et dans la mise en scène même. Je pense que le cinéma est capable de produire des formes de subversion dans la forme, de nous faire éprouver d'autres choses que n'est pas capable de faire le cinéma dominant. Et c'est là que se joue le pouvoir décolonial du cinéma. C'est pas juste des films qui parlent de colonisation, de décolonisation, c'est des films qui te le font éprouver. Et je pense aussi que la représentation est en fait un contresens de là où il faut aller pour toucher une perspective décoloniale. Et je pense qu'il faudrait plutôt s'approcher de formes de stratégies d'invisibilité. Et je pense que c'est exactement ce que fait Bruce Lee. Pour moi, c'est vraiment un cheval de Troie. Parce que ça se présente comme des films ultra populaires, ultra accessibles, que les Chinois et les Arabes adorent, les Africains adorent. Je pense que ça, c'est vraiment... Tu fais un objet qui s'adresse aux masses, que tout le monde va voir. Même les États-Unis sont revenus à lui une fois qu'il a sorti ses 3 films, donc La Fureur du Dragon, Fist of Fury, Big Boss, Big Boss, merci. La Fureur de Vaincre, La Fureur du Tigre, bravo. Et ils vont faire ensuite, je pense, Voilà. Opération Dragon, tu penses. Warner Bros est revenu, Voilà. Warner Bros est revenu vers lui en lui disant chèque illimité, maintenant qu'on a vu que tu vendais des milliards, etc. Tiens mon ami, on fait un film et tout. Bon, évidemment le film est nul, vous irez voir ma vidéo, j'explique pourquoi c'est nul. Opération etc. Dragon. Si vous voulez, on J'ai un peut petit pas souvenir après. d'enfance, mais bon. Oui. Voilà. Le dernier point, c'était l'invisibilité. C'était l'invisibilité. Pour vous dire que les États-Unis sont tellement bêtes qu'ils sont en mode il y a des thunes à se faire, venez on lui donne de l'argent. Ils se rendent pas compte que ce mec est une machine révolutionnaire qui est en train de dézinguer tout l'appareil colonial, patriarcal et capitaliste. Je parle de patriarcat parce que vous aurez remarqué que les seules apparitions des femmes toutes nues se font des côtés des puissants qui ne conçoivent les femmes qu'à travers un striptease et d'une danse pour le moins olé olé. Voilà, donc vraiment c'est... Bref, c'est important la question aussi du patriarcat.
La dernière chose que je voudrais dire par rapport à cette idée que le cinéma de Bruce Lee, c'est un vrai cheval de Troie révolutionnaire qui ne concède rien au fait d'être extrêmement accessible, au fait d'être populaire, compréhensible par tous, etc. C'est vraiment le message en fait, que j'aimerais faire passer avec ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je l'ai créée. Suivez votre intuition, les gens. Quand vous aimez un film, quand un film vous donne envie de vous bagarrer, quand il vous donne envie d'aller casser des bouches, c'est que vous avez raison et c'est que c'est exactement ça que dit le film. C'est pas vous qui projetez quelque chose sur le film, c'est qu'il vous le dit. La question ensuite, c'est à quel point tu te poses, tu analyses les séquences, etc. pour te dire, ok, je peux argumenter avec de l'analyse de séquences, etc., des datas sur l'industrie, etc., pour dire pourquoi est-ce que ce film me fait ressentir ça. Mais voilà, suivez vos intuitions. Également, quand vous n'aimez pas un film, c'est probablement qu'il y a une raison, surtout pour des raisons politiques, c'est probablement que vous avez raison. Et voilà. Un tout dernier mot pour dire que je ne suis pas la seule à avoir ces questionnements sur le cinéma décolonial. Il y a aussi le Décolonial Film Festival qui est présent dans la salle, dont je fais partie, j'en suis programmatrice, je suis ravie d'être programmatrice là-bas. Il y a également Léa Morin, elle, qui a une toute autre démarche. Elle, son idée sur le cinéma décolonial, c'est plutôt que les films décoloniaux ne sont pas sous nos yeux, comme Bruce Lee, par exemple, qu'on connaît tous. Moi, je suis en mode, le cinéma décolonial, il est sous nos yeux. C'est juste qu'il a souvent pas été lu comme ça. Léa Morin, elle pense plutôt que les films décoloniaux sont des films qui ont été tellement radicaux dans la manière dont ils ont été faits, dans ce qu'ils ont dit, qu'en fait, ils ont disparu. Soit on les a tout simplement détruits, soit on a empêché qu'ils se fassent. Il y a toute une histoire, c'est passionnant, etc. Et du coup, ce qu'elle fait, Léa, c'est un travail comme ça d'assemblage, de fouilles, d'archives, de photos, de pellicules, de négatifs pour essayer de reconstituer ces films disparus. 你们几位有什么事吗？啊，铃木宽馆长派我给你们送点东西来。东亚病夫，这什么意思？什么意思啊？那还不简单嘛！我们都知道你们今天这练武的全在这儿。 馆长特别送这个封号给你们。请问，你是不是跟我们一样？虽然跟你们一样，可是跟你们还是有点不同。用不着不服气，我们是怕者不来。明知道你们这些练武的都在这儿，我是存心来向你们挑战。哼，怎么？ 有没有人敢出来跟我这两个会会啊？佳琪，哎，大家让开让开！我的两个朋友要向大家领教领教，哪个有种的？ 出来试试啊！平时你们都是练武练得像真的一样，现在怎么都缩着头不敢说话了？啊？C'est vrai que Bruce Lee, d'une manière générale, quand on était petit, souvenir d'enfance, là peut-être on va rebondir là-dessus. C'est quelque chose que chez tous les indigènes, en tout cas j'ai l'impression, ça nous parlait. Oui, en fait, j'aime bien quand tu disais c'est une sorte de cheval de Troie, c'est ça que tu... En fait, il y a quelque chose avec Bruce Lee, c'est qu'on le comprend instinctivement. Oui. Je veux dire, bon après c'est tellement littéral, on lui a interdit de rentrer dans un parc, il a écrit interdit aux chiens et aux Chinois. On dit que c'est un cinéma décolonial, on pourrait aussi dire que c'est un cinéma de la Hagra et de la contre-Hagra. C'est-à-dire, il va passer tout le film à essayer de regagner sa dignité à travers différentes séquences. Donc, le film commence par un enterrement du maître, donc un enterrement peut-être des valeurs chinoises, etc. Et en fait, tout le film, ça va être une résurrection de ce sentiment d'unité nationale. On voit dans le film, à un moment, il parle du maître, de sa volonté de réunir toutes les écoles, etc. Et ça, c'est hyper important pour... le maître, c'est la Chine ancienne.
Comment ? Le maître, c'est la Chine Voilà, ancienne. on peut aussi penser que c'est une transition entre la Chine ancienne et la prochaine Chine, donc révolutionnaire de Mao qui va après apparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc non, il y a vraiment un côté identification totale des pays du Sud et des indigènes. Je sais pas si tu veux dire un mot. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'ai sorti ma deuxième vidéo, du coup, sur Bruce Lee, je connaissais très peu YouTube, etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait accéder à des statistiques beaucoup trop précises sur les gens qui nous regardent. Ouais. Et je me suis rendu compte que l'essentiel de mon... Enfin, même la totalité de mon public, c'était des messieurs de 50 à 60 ans. Parce que YouTube, cet imbécile, il a compris que mon film, il s'adressait aux nostalgiques de Bruce Lee. Du coup, ça mène à des gens, qui n'ont pas du tout mon âge, etc. Et quand je vous dis que l'intégralité de mes commentaires, c'était... Merci, parce que je regarde Bruce Lee depuis que je suis petit. Je sentais qu'il y avait un truc, mais j'ai jamais réussi à le dire. Et tu le dis parfaitement dans ta vidéo. Et pour moi, c'est exactement ça. Et pour rebondir sur ce côté contre Agra, etc., cinéma révolutionnaire, c'est même dans les armes que Bruce Lee prend, qui est le nunchaku. En fait, c'est le fléau. C'est un instrument de la paysannerie en fait chinoise, qui l'oppose au sabre, etc. Il représente le paysan. Il y a cette incarnation-là du paysan. Même lui, il dit « je suis pas très bien instruit ». Il se fait insulter de paysan à plusieurs reprises. Il passe son temps à courber entre guillemets les chines, mais en fait pour mieux surgir. Et du coup, il y a cette question. En fait, Bruce Lee, à ce moment-là, dans tout le film, c'est évidemment l'incarnation du peuple, et ça se ressent dans la mise en scène aussi. Il est isolé, et l'école Shongfun, alors j'ai peur de mal prononcer, bon bref, cette école-là, c'est aussi l'incarnation du peuple. Donc il y a des allers-retours, donc il y a une partie du peuple qui collabore, plus ou moins, ce que tu disais au début, donc entre l'interprète qui collabore totalement, qui se met à quatre pattes, jusqu'au frère numéro 1, qui est dans la réticence. Donc il y a cette construction-là, et cette mise en scène, elle est mise aussi en scène dans le combat. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que Bruce Lee, la scène de fin, c'est quand même, il décide de mourir. Il choisit. Alors, on le voit pas mourir. Pour moi, on le voit pas mourir. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il décide de mourir en résistance. Oui, c'est ça. Il décide de mourir en résistance, et ça, c'est quand même quelque chose qui en dit long sur lui, le chemin qu'il a pris, et en disant, ça veut dire quoi ? C'est quoi le chemin vers l'unité nationale ? Ce que tu disais, Ouais. J'aimerais peut-être revenir sur... À un moment donné, au tout début, tu as dit, on voit que c'est un peu le fou du bus, Bruce Lee. Et après, il y a une longue histoire de personnages fous dans le cinéma révolutionnaire. Et souvent, les fous, c'est eux qui ont raison. Et en fait, il va passer tout le film à faire reconnaître la nécessité de son combat au reste des Chinois. Et qu'est-ce que je voulais te lancer sur... Ah oui, je voulais sauf si tu veux rebondir. Ouais. Pour le coup, dans le film, il y a un vrai fou du bus. Vraiment, c'est un personnage, un type de personnage qui revient souvent dans les films de Bruce Lee, qui déteste. C'est le boug qui plie en deux une barre de métal. Ah oui. Lui, c'est vraiment le fou du bus. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est une figure qui revient plusieurs fois à différents moments dans ces films. C'est des types qui font de la violence pour absolument rien. Vraiment, ils casse des barres en deux. Dans le premier film, à un moment, Bruce Lee, il se rapperait un peu trop, tu vois, il boit trop et tout, vu qu'il est un peu... Il est tout vierge dans son corps, etc. Il est tout de suite bourré. Et puis, il se met à taper sur des trucs comme ça, mais ça sert strictement à rien. Et pourquoi ? En fait, c'est parce que c'est des riches qui lui ont fait boire de l'alcool pour qu'il défoule sa violence sur absolument rien. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que ce Russe, il sert à ça. C'est vraiment la violence qui n'est pas une violence de résistance, c'est une violence qui est du pur spectacle. Et ça, Bruce Lee... Non, n'en fait absolument pas l'apologie. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que je tenais à faire cette vidéo. C'est Bruce Lee, c'est pas du spectacle, c'est pas de la mise en spectacle de la violence, c'est de la politisation de la violence. C'est hyper important de ne pas voir ça comme un simple spectacle. On peut aussi, je pense, peut-être y voir une dévaluation un peu de l'héritage. C'est-à-dire, les arts martiaux, il y a une notion d'héritage, on va dire centenaire, millénaire. Et là, en fait, Bruce Lee l'utilise, lui, pour un sentiment d'unité nationale, pour regagner sa dignité, alors que là, le Russe et les Japonais l'utilisent pour de la violence gratuite, et aussi ils sont sauvages. Et je voulais te lancer sur ça. En fait, il y a un côté asymétrique toujours dans les films de Bruce Lee qui représente la situation coloniale. C'est un kung-fu de guérilla. En fait, lui, il est souvent tout seul. Les Japonais se battent souvent, on le voit dans le film, à plusieurs contre une personne. Ils vont en traître à attaquer tout le monde, tuer tout le monde à la fin. Voilà, donc il y a un côté, on va dire, la lutte coloniale se retrouve aussi dans le style de Bruce Lee. Ouais. Totalement déséquilibré, ouais. C'est absolument vrai. Mais c'est en ça que, par exemple, il arrive à le transformer en... Il arrive à transformer ça en mise en scène, en fait, en mise en scène décoloniale. Pour deux raisons. Vous voyez le moment où il tue un mec
avec sa propre épée. Genre, en fait, il le frappe même pas. Le type se tue avec sa propre épée. C'est lui qui jette son sabre. C'est lui. En fait, c'est nos ennemis, les colons, les capitalistes, ils nous envoient tellement de violence qu'il y a souvent ce moment où Bruce Lee se contente juste de faire un tout petit mouvement qui va faire que leur propre violence va se retourner contre eux, tu vois. Et ça, je trouve que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner à cette violence disproportionnée et totalement déséquilibrée. Ensauvagement même. Il montre aussi que la colonisation ensauvage le colonisateur, bien sûr. En vrai, c'est qu'eux qui sont ensauvagés. C'est ça, ouais. Et la question des contradictions aussi qui peuvent se retourner, comme le coup de l'épée qui retourne. Ouais. Moi, j'avais une question à te poser, c'était plutôt sur la question de la corporalité, parce que Bruce Lee, c'est quelqu'un qui travaille avec son corps principalement, qui met en scène son corps. Et du coup, qu'est-ce que dit ces mises en scène de son corps dans son cinéma ? Alors, écoute, je suis désolée, mais je suis très fâchée avec la notion de corps. Genre vraiment, t'as tombé pile. Mes copains du DFF, ils savent. Dès qu'on dit les corps racisés et tout, ça me ça m'horrible. Je parle pas de corps racisé, je te parle de son corps mais le corps, martial. en fait, parce que, genre, pour moi, en fait, toute l'histoire du colonialisme, elle repose sur une séparation entre le corps et l'esprit. Et ce que nous montre Bruce Lee, c'est que, genre, c'est un corps et un esprit à la fois, tu vois, genre il a autant travaillé une grande rigueur de son corps, etc., mais aussi de son esprit, et pas de manière séparée, vraiment c'est la même chose, genre toutes ces... Ma question c'était plutôt la mise en scène de son art martial qui passe aussi par l'expression de son corps, c'était ça la question, c'était pas la question de la séparation, est-ce que c'est ça ? Non, je sais, mais du coup, pour moi c'est... Comment dire ? C'est pas un aspect auquel j'ai pensé, genre la mise en scène du corps vraiment, parce que pour moi je le prends comme un... Tu vois, comme un ensemble. La question, par exemple, Bruce Lee, au tout début, il se jette dans la fosse, etc., avec son habit qui est très blanc, etc. Il se salit, et puis au fur et à mesure, en fait, il prend un habit de deuil qui est noir. À la fin, il finit torse nu. En fait, et on voit différentes étapes du deuil dans le film. En fait, c'était la question de comment la chorégraphie et comment les costumes sont travaillés. Il y a un truc sur les tenues aussi, parce que... Voilà, mais en vrai, en fait, t'as raison, parce que Bruce Lee n'est pas réalisateur. Genre, il a réalisé un seul film, La Fureur du Dragon. À part ça, il était chorégraphe des combats. Exactement. Voilà. Et désolée, je t'hague pour rien. Mais en vrai, c'est une question intéressante. Tant mieux qu'on en parle parce qu'on dira jamais assez qu'il faut arrêter de séparer, enfin, de dire le corps. Bref. C'est un chorégraphe de combat. Et moi, vraiment, je suis persuadée qu'en n'étant pas crédité comme réalisateur, mais comme chorégraphe des combats, et ben, ça n'enlèvera à des questions de mise en scène. En fait, tu le vois en interview, il avait une vraie vision. Notamment du mouvement, tu vois. Qu'est-ce que le mouvement pourrait raconter de rapport de pouvoir, etc. Tu vois, il te dit en interview, dès que tu peux enlever un dialogue, enlève-le, parce qu'un dialogue, tu peux toujours l'exprimer par le corps, tu vois, par la mise en scène, ce que j'appellerais la mise en scène. Est-ce que du coup, c'est un cinéma presque muet ? Oui. Ton micro. Oui. Je sens que t'as envie que je le dise, donc oui. Non, c'est pas une question. Non, mais oui, mais dans le sens parce que, justement, moi, j'ai un... Alors là, c'est plus des souvenirs du bled, mais on regardait de Bruce Lee, c'était sous-titré en indien. Enfin, voilà, genre. Voilà, non, mais c'est. Et on regardait quand même. C'était pas. Mais genre, c'était pas un problème. Oui, ok, je comprends ça. Mais voilà, mais après, c'est pour ça que Pardon, tu comprends tout à fait, même en indien, genre, tu comprends très bien. Oui, il n'a pas besoin de nous parler avec des mots, Bruce Lee, on comprend très bien ce qu'il veut nous dire. Alors, j'avais encore deux petites questions, peut-être qu'on peut. Enfin, de relance. Peut-être parler de l'héritage de Bruce Lee. Dans ta vidéo, tu dis Bruce Lee. Est-ce que Bruce Lee a gagné ou Bruce Lee, pour toi, Bruce Lee a gagné ? C'est-à-dire, il y a un vrai héritage. Et bon, déjà, dans le film, le sentiment d'unité nationale, comme on dit déjà. Mais toi, tu pousses la réflexion bien plus loin. Quelle est la victoire de Bruce Lee aujourd'hui ? Bon, déjà, c'est qu'on est là. À parler de lui. Vraiment, c'est que ça. Je pense que sa première victoire, c'est qu'il a réussi à s'imposer sur le plan économique et d'icône culturelle. Personne ne remet en question le fait que c'est une star et que tout le monde adore Bruce Lee. Ensuite, je pense que le rôle de collectif de personnes comme nous, c'est ensuite d'aller détricoter qu'est-ce qui fait que c'est une icône, qu'est-ce qui fait que tout le monde connaît. Profiter de cette visibilité pour ensuite aller tu vois, porter une parole décoloniale et une réflexion décoloniale pour arrêter avec cette idée que Bruce Lee, il est super connu parce qu'il était plus fort que tout le monde, parce qu'il a travaillé, parce qu'il l'a mérité, et qu'en fait, achète mon PDF et mes compléments alimentaires. Tu vois tranquillement, le libéralisme qui s'imprègne. Profitons de cette visibilité pour aussi pour organiser des projections comme celle-là, parce que, tu vois, on rigole, on réagit fort, etc. C'est un plaisir. Ça, c'est une énergie révolutionnaire
qui est communicative et ensuite c'est à nous d'en parler. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'il a jamais eu de compromission. C'est-à-dire qu'il a réussi à avoir son succès en gardant sa radicalité tout au long de sa vie. Absolument. Justement, il y a le dernier film, Opération Dragon, où là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bruce Lee, il est mort pendant le tournage. Non, ça c'est le jeu de la mort. Ah, le jeu de la mort, pardon. Le jeu de la mort, il est mort pendant le tournage, et en fait, les producteurs américains ont continué le film malgré sa mort pour le sortir, et du coup, il y a eu la question de est-ce qu'on respecte Bruce Lee ou pas. Moi, je pense pas que c'est un film qu'il respecte. Après, bon, moi j'ai quand même un rapport bizarre avec ce film, c'est que je pense que tout le film vaut pour la minute de fin. On voit le combat contre Karim Abdul-Jabbar notamment à la toute fin où il monte. En fait, c'est un film tellement iconique juste pour ça que je suis prêt à enlever tout. Mais du coup, mais ça pose la question de c'est quoi l'héritage de Bruce Lee, parce que toi tu dis qu'il a gagné, mais on voit par exemple dans la pop culture, il est partout, il est dans les jeux vidéo, il est dans les mangas, il est au cinéma, dans Kill Bill. Enfin, Bruce Lee a gagné dans l'imaginaire icône pop, mais est-ce que aujourd'hui son discours, en tout cas son cinéma plutôt que son discours, son cinéma politique, le cinéma d'arts martiaux, moi j'ai l'impression que ces dernières années il n'y en a plus tellement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Je pense vraiment pas que la révolution et sa réussite se mesurent à on est devenu les dominants, on est devenu l'hégémonie, tu vois. Je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas devenu l'hégémonie que la pensée décoloniale est hégémonique qu'on a perdu. L'objectif, c'est bien l'hégémonie. Après, je pense ce que dit précisément vous aussi, c'est que nos ennemis, par définition, détiennent l'hégémonie, tu vois. Et c'est à nous de constamment faire en sorte, bien sûr, tu vois, de la renverser. Mais ça se fera à coup d'essai et de recommencer, etc. Et je pense que avant même que Bruce Lee soit reconnu en tant qu'icône, etc., je pense qu'il a gagné ne serait-ce que parce qu'il a réussi à faire 3 films. C'est peu, mais au moins il a réussi à les faire. Et je trouve que il y en a 5 en réalité. Vous irez voir ma vidéo encore une fois, vous allez voir pourquoi j'enlève ces 2 derniers films. Mais le simple fait que ces films puissent exister, peu importe même ce qui se passe ensuite, ça existe, tu vois. C'est là. Et ça, le fait d'avoir réussi à convertir l'horreur coloniale, capitaliste, etc., pour en faire un objet révolutionnaire en lui-même, tu vois, pas juste dans le discours, en lui-même, c'est pour ça que je trouve qu'il a gagné. C'est pas parce qu'ensuite il a été validé par les capitalistes, non, tu vois. Ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose de révolutionnaire et de marginal et de subversif, eh bien, les dominants vont faire en sorte de se le réapproprier. Mais ça, c'est comme ça. Mais on continue. C'est ça. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment super. C'est beau de voir ça en grand écran parce que moi j'ai vu les films mais à l'arrache sur mon petit ordi de merde et même j'ai commencé un peu peut-être comme ton public des cinquantenaires là. J'ai commencé en regardant les best-of de baston sur YouTube. Je regardais même pas les films complets, mais bon. Après j'ai un peu rattrapé, mais enfin vraiment sur grand écran là c'est absolument magnifique. Et donc voilà, déjà merci pour ça. Et après j'avais une question, mais ça a déjà été un peu évoqué. Parce que quand même, moi, tout ce que j'ai vu dans le film, c'est ensuite tous les moments où des idées esthétiques ont été récupérées par le cinéma d'action américain et les mangas japonais. Enfin, la scène là incroyable où il y a les images rémanentes de ses mains, donc voilà, c'est juste trop beau. Ça, c'est le truc iconique dans Hokuto no Ken des années après. Enfin voilà. Donc moi, j'avais ma question sur, mais donc ça a été évoqué, c'est comment d'un côté c'est entièrement absorbé et récupéré et revalorisé et une nouvelle valeur est extrait par le capitalisme américain et japonais, et comment en même temps en sous-texte il y a
enfin, il y a quand même ce discours décolonial qui est là. Enfin, moi, ça me semble pas forcément du coup évident, quoi. Alors, moi, je peux te répondre sur Ken le survivant. Très précis. Très Expert précis. Ken le survivant. Ouais. Voilà. Non, mais en fait, pour ceux qui connaissent pas, ça se passe dans une sorte d'univers post-apocalyptique où il y a des maîtres d'arts martiaux qui se combattent à mort et c'est très gore, même presque à un côté burlesque. Mais justement, en fait, dans Ken le survivant, Ken a plutôt une approche, on va dire, il sauve la veuve et l'orphelin, même si c'est dans un monde de chaos, quoi. Oui, oui. Donc il y a quelque chose. Mais dans le manga, il a été formé en Chine. Enfin, il y a un manga juste avant. Oui, dans le manga, il est formé en Chine en plus. Donc en fait, il y a une continuité directe. J'ai pas l'impression que pour le coup, dans le manga japonais des années 80, qui est un manga qui est très contestataire vis-à-vis du pouvoir, il y a un alignement avec le nationalisme japonais. Au contraire. Oui, oui. Voilà. Moi, je pourrais pas te répondre sur Ken le survivant. Par contre, je trouve que ta question est très importante et je trouve qu'elle touche à une problématique majeure de la lutte décoloniale, qui est qu'il faut, en fait, il faut comprendre que le système au pouvoir, comme dit Olivier Marbeuf, le pouvoir est un système qui travaille et qui passe son temps à se réactualiser et qui pille constamment les formes marginales et subversives. Mais ce qui est trop fort, c'est qu'ils ont beau reprendre la forme, ils ont beau Quentin Tarantino qui imite Bruce Lee, ils ont beau s'habiller en jaune dans tous les sens, ils ont beau Matrix, tu vois, qui reprend la séquence où il goume 50 boucles d'un coup, etc. Ils ont beau reprendre simplement les apparences, c'est tellement vidé de sa substance parce qu'il n'y a pas derrière toute cette mise en scène que j'essaye d'analyser dans ma vidéo, qui pense que voilà, ben, ça suffit, on vous a résumé Bruce Lee. Mais c'est pour ça que il faut être très vigilant, notamment en tant qu'artiste, en tant que personne qui crée et qui essayons de trouver des formes décoloniales, à ne pas s'arrêter simplement aux formes. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur un cinéma décolonial ne sera pas un cinéma de la représentation, parce que ça, nos ennemis sont tout à fait capables de le faire. En vrai, engager 50 noirs pour un film, 50 arabes, ils peuvent le faire, tu vois, ça leur fait mal, mais ils sont capables. Alors que vraiment, tu vois, embrasser d'autres rapports au monde qui ne soient pas uniquement fondés sur la violence gratuite, sur la pure esthétique qui ne dit rien, tu vois, repolitiser la violence, ça, ils en sont fondamentalement incapables. Voilà. Juste, est-ce que vous connaissez le film Yamakasi tous les deux ou pas? Oui. Parce que, non, mais... Je vois où tu vas. Mais... Parce que, non, mais dans le genre de film où... Alors moi, j'ai un amour pour ce film. Là, c'est instant nostalgie, années 90. Mais en fait, ce film est incroyable parce qu'il est inspiré justement de tous les films de kung-fu hongkongais, etc. Et justement, il y a ce côté de... On met un casting, on met que des gens de banlieue dedans. Et le sujet, c'est qu'il faut aller faire un vol pour sauver un gamin qui est à l'hôpital, je crois. C'est ça. Je résume le scénario. On travaille avec la police. Et donc au final, on a ce côté-là, justement, de tout ce que tu dis, la question de la représentation, le côté un peu art martial, on saute dans tous les sens, mais évidé de sa substance. Moi, je voulais juste... je pense que tu as quand même un peu raison qu'aujourd'hui, Bruce Lee peut être vu comme un icône pop dépolitisé, en Occident en tout cas. Je pense que si on montre un film de Bruce Lee à des peuples actuellement sous domination, ou qui vivent la colonisation actuellement, ou même juste dans le sud, je pense que tu le montres en Algérie, au Maroc, c'est très transparent. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser plus que ça. Ils comprennent tout de suite. Je pense que si tu le montres aujourd'hui aux États-Unis, etc., on va plus voir le côté icône, etc., de Bruce Lee. Donc, vous voyez, la vision Bruce Lee n'est pas universelle, je pense. Et du coup, je pense que tu as à moitié raison, et à moitié, je pense qu'il y a une autre vision du. Et en fait, je me suis posé la question, parce que le film est quand même très sérieux, il y a des morts et tout, et je me suis demandé si c'était une volonté, une intention du réal et tout, que ce soit amusant, ou si c'est juste d'autres codes que peut-être on comprend pas. Et du coup, ma question c'est, parce que tu parlais de cinéma décolonial aussi, via la mise en scène et tout ça, et j'ai l'impression que ce film, en fait, il est fait avec des codes qui sont pas habituels, et que peut-être on les comprend pas tout de suite. Et du coup, ma question c'est, à ton avis, est-ce que le cinéma décolonial, c'est aussi investir d'autres codes culturels dans la réalisation des films, sachant que l'industrie cinématographique est quand même très fortement empreinte de codes occidentaux et je sais pas, qui sont majoritaires, quoi.
C'est une très bonne question. Alors moi j'ai ri pendant le film, mais je peux te dire pourquoi. C'est parce que j'ai déjà vu, du coup je sais que les gens qui le provoquent ils vont se faire goumer. Du coup je jubile en fait quand je l'entends faire les waza et tout. Je suis en mode, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Voilà. Mais par contre, au-delà de ça, ta question est hyper juste et en fait elle est... En fait c'est exactement ça. Le cinéma décolonial, c'est un cinéma qui serait en dehors d'une norme occidentale, concrètement faite par les États-Unis, la France, les Anglais, voilà quoi, le cinéma européen. Et non seulement c'est la possibilité de pouvoir mettre des touches en fonction du pays, le pays dont tu viens. Peut-être que ça, en fait, c'est, tu vois, c'est quelque chose, un truc banal dans le cinéma hongkongais, etc. Je connais pas assez le cinéma hongkongais pour te le dire. Mais non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait que il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de l'incompréhensible, de l'ordre du délire, etc. Parce que ça s'opposerait à la rationalité, non seulement des formes du cinéma occidental, mais aussi en fait du capitalisme, tu vois, qui nous impose comme ça une rationalité du discours, une fatalité aussi. On est en mode le cinéma, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le capitalisme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le colonialisme aussi. Et donc je pense qu'un cinéma décolonial, c'est un cinéma qui a pas peur d'aller dans ce genre de délire où ça couine, ça fait des trucs bizarres, ça, tu vois, on pense au cinéma indien, etc. par exemple. C'est en fait, ça pour moi, c'est déjà une forme de... Oui, tout à fait, absolument, pardon. Absolument. Ça, c'est déjà une forme d'en fait, on castagne la norme, on rit, on pleure, on fait gicler du sang, et c'est comme ça, tu vois. Et un deuxième truc très intéressant à propos de ça, c'est la question des armes à feu dans ces films. Parce que si tu vois ces autres films, là, il n'y a pas de pistolet dans ce film. Mais en général, dans ces films, il y en a. Et tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a un gun, il le balance, tu vois. Genre vraiment, il le prend, il le jette comme ça, etc. Ça, c'est directement, selon moi, une référence au fait que les pistolets et les armes à feu dans le cinéma occidental, c'est quelque chose de beaucoup trop central, tu vois, qui guide l'histoire. Genre, qui va tirer en premier, qui a le plus gros gun. Parce qu'ils savent pas se battre. Voilà, tu vois, c'est ça qu'il dit Bruce Lee. Non seulement c'est en mode, en fond, vous faites ça parce que vous savez pas vous bagarrer, mais c'est aussi, de manière plus profonde et dans une question de mise en scène, c'est parce qu'en fait, ça fait des histoires tellement nulles. Tu vois, c'est... Ok, la fin, c'est que le bouc, en fait, il a sorti son gun, il l'a tué. Alors que là... Excuse-moi. Je voulais aussi dire que... Alors, il y a un côté, que tu as dit, jubilatoire dans Bruce Lee. Et parfois, on rit, on a envie de bouger quand on voit le film. Et je pense que c'est pas du tout un truc bizarre ni condamnable. Il y avait un documentaire, Iron Fist and Kung Fu Kicks, qui revient un peu sur l'émergence du cinéma d'action chinois. Et en fait, il raconte, par exemple, quand des films de Kung Fu étaient projetés à Harlem, dans les salles, c'était la bagarre. C'est-à-dire que les gars, ils sautaient dessus, ils voyaient Bruce Lee qui sautait sur l'écran, eux aussi, voilà. Il y a le fameux sketch de Fela qui raconte les cinémas au bled. Franchement, si le film te donne envie de bouger, bah, c'est que le film a réussi son truc, quoi. Et si tu ris parce que tu peux pas, là, on pouvait pas bouger, on pouvait pas se castagner, mais dans d'autres situations, peut-être que, voilà. C'est pas du tout un truc bizarre pour moi, franchement, c'est tout à fait normal. Mais oui. C'est l'ambiance. Même au cinéma, bah, là récemment, il y a la question des films One Piece où à chaque séance, c'est la folie. Et j'ai juste terminé de répondre et terminé sur la dernière question. Il y a aussi l'héritage de l'opéra chinois, en fait, dans les films hongkongais d'une manière générale. Et en fait, c'est d'autres codes culturels. Je pense que c'est même pas une question de volonté, c'est juste leur code culturel. Et en fait, ils le font en film. Donc après, pour nous, ça sonne bizarre, etc. Mais en fait, c'est leur code culturel. Et pour eux, c'est la norme. Voilà, je termine là-dessus.